En tout cas, la rubrique Le Grand Entretien, mon invité du jour, je vous le disais, c'est en tout cas une femme qui a écrit tout ce que vous voyez sur la table maintenant. Simakam, pardon, fais sortir tout ce qui est sur la table, s'il te plaît. En tout cas, elle a écrit, hein. Nous sommes avec Madame Fatoumata Sano. Bonjour, Madame. Bonjour, madame. Vous allez bien? Bien, merci, alhamdoulilah. Dieu merci. En tout cas, bienvenue à Kadi FM. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Vous avez écrit, Féo? N'est-ce pas? Ah. Donc, votre parcours professionnel, vous allez écouter. Madame Fatoumata Sano est une écrivaine guinéenne reconnue pour ses contributions à la littérature africaine francophone. Parcours professionnel diplômée de l'École normale supérieure de Dakar. Elle a enseigné l'espagnol depuis 1979, d'abord au Sénégal puis en Guinée. En Guinée, elle a notamment enseigné au lycée français Albert Camus de Kipé et au lycée libanais de Bellevue à Conakry. Elle est également la directrice fondatrice de l'école maternelle Les Pharaons à Conakry. Œuvre principale, là, je vais dire principale parce qu'il y en a beaucoup sur la table là que je ne sais même pas quoi dire. Donc ces œuvres principales, Ne laisse pas cotiser pour mon cercueil, un roman poignant publié en 2020. La fille de l'éléphant et de la lionne, un recueil de contes fantastiques. Les nouvelles d'ici, nouvelles d'ailleurs, un recueil de nouvelles aussi. Conakry, terre africaine du livre, une œuvre collective coécrite avec Oumar Sivori Doumbouya et Jean-Célestin et Djangé, si je n'écorche pas le mot. Poème Éveil, un recueil de poèmes destiné aux enfants de la maternelle et du cours élémentaire. Ensuite, Comment raconter une histoire, un guide contenant des histoires et des mini-devinettes pour les enfants. Tranche de vie en vers libre, un recueil de poèmes. Elle a également contribué à l'anthologie bilingue à Rain of Words, qui rassemble des poèmes de femmes africaines francophones. Engagement et influence, au-delà de son activité littéraire, Fatoumata Sano est engagée dans l'éducation et la promotion de la culture en Guinée en tant que formatrice des formateurs du préscolaire. Elle œuvre pour l'amélioration de l'éducation des jeunes enfants. C'est bien vous? Oui, c'est moi. Vous avez un parcours impressionnant. Merci. Avec tout ce que vous avez écrit, en tout cas, chapeau à vous. Merci beaucoup. C'était quoi le déclic? Comment vous avez commencé? Comment vous avez dit? Déjà, par quoi vous avez commencé? Voilà, donc au départ, quand j'étais déjà à l'école primaire, j'aimais beaucoup écrire. Donc j'ai commencé par les poèmes. D'accord. De petits poèmes. Alors, voilà, de petits poèmes. Que je gardais. Après, à un moment donné, je relisais, je me dis, mon ça ne vaut rien, je déchirais. Après, mais j'ai continué à écrire comme ça et je gardais. J'avais des idées aussi que je n'avais pas encore mises sur papier. Mais c'est seulement en 2014 maintenant. D'accord. Quand ma tante est décédée, celle sur qui j'ai écrit Ne le laisse pas causer pour mon cercueil. Donc vous avez deux versions. Ah, d'accord. Donc la version du net qui est là et la version de mémoire, le livre. D'accord. Voilà. De l'Harmattan dans sa partie Les Impliqués, l'éditeur. Donc voici les deux livres, donc ce que j'ai écrit sur ma tante. Donc comment ça s'est passé? Cette tante, je peux dire que c'est elle qui m'a éduquée. Hein? D'accord. Parce qu'à l'âge de 16 ans, je préférais aller vivre avec elle. Donc voilà, on a vécu, elle me considère comme sa propre fille. À Dakar, hein? Oui, à Dakar. Ouais. Bon, en parenthèse, il faut dire que je suis sénégalo-guinéenne. Hein? Oui, ouais, parce qu'avec mon accent, les gens vont se poser des questions. Non, moi, je n'ai pas vu en tout cas en vous une femme guinéenne à 100%, directement sénégalaise. Oui. Mon papa est guinéen à 100%, ma maman est sénégalaise à 100%. D'accord. Mais comme j'ai grandi au Sénégal, donc c'est la culture sénégalaise qui dépeint sur moi. Oui, c'est ça. Donc cette tante, c'est une cousine à ma maman en fait. Elles ne sont même pas sœurs directes comme ça, mais cousines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est même là-bas que je me suis mariée avec un Guinéen pour rentrer chez moi. Oui, exactement. Voilà, ils ont dit, elle a choisi son parent. Oui, c'est ça. Donc, elle est tombée malade, mais c'était bien avant que je le sache. Hein. C'est-à-dire, chaque année, on se retrouvait en famille là-bas. D'accord. Bon, je suis restée longtemps sans aller au Sénégal, mais cette année-là, au mois d'août, j'ai eu envie de la voir. Donc, je suis allée à Dakar, je lui ai dit Tata, parce qu'elle elle était chrétienne, il faut le retenir. D'accord. Donc, je suis allée à Dakar, je lui ai dit Tata, je suis venue rien que pour toi. Elle m'a dit, ah bon. Donc, c'est comme si je sentais quelque chose, quoi, qui allait arriver plus tard. Mais ce jour-là, il se passe quelque chose d'inhabituel, quoi. Elle m'a fait entrer dans sa chambre.
Et elle s'est longtemps confiée à moi. Même sa fille, une de ses filles est venue, elle nous a trouvés dans la chambre. Elle nous a regardé, elle a dit, cette chambre-là a une atmosphère qu'elle n'a jamais eue aujourd'hui. Pour vous dire, il y avait plein de choses. Donc, elle s'est longtemps confiée à moi. Donc, après, on a fait la fête, tout ça. Je suis retournée à Conakry. Août, septembre, octobre, novembre, décembre 2014, on me dit qu'elle est très malade, qu'elle est même dans le coma. Ah, j'ai pris l'avion, je suis partie. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit, voilà, 15 jours qu'elle n'ouvre pas les yeux. Je me suis approchée, j'ai dit, Tata, je suis là. Elle a ouvert les yeux. Waouh. Donc, comme ça, donc pour aller vite, hein, parce que si vous avez d'autres questions encore, on va élargir la chose. Oui, bien sûr. Donc, beaucoup de choses sont passées après. Donc, quand je suis revenue... Et pourquoi le titre « Ne les laisse pas cotiser pour mon cercueil » ? Voilà, c'est une phrase de ma tante. Oui, d'accord. Parce que c'est comme si elle savait qu'elle allait partir. Et pendant l'entretien là qu'on a eu dans sa chambre, c'est ce qu'elle m'a dit. Parce que dans les familles, en général, quand quelqu'un meurt, on cotise à gauche, à droite, pour acheter ci, pour acheter ça, pour faire les sacrifices. Elle m'a dit qu'elle, elle ne voulait pas ça. Et pourtant, elle avait les moyens. Ses enfants ont les moyens, mais elle m'a choisi moi. Elle m'a dit, achète-moi mon cercueil. Pour vous dire à quel point elle m'aimait. Elle voulait être enterrée, partir de ce monde-là. Et c'est parce que vous avez été aussi une bonne fille. Voilà, merci. Ça. Donc, elle voulait partir de ce monde-là dans quelque chose que moi, je lui ai offert. Ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, parce qu'après sa mort, j'ai longtemps pleuré. Chaque fois que je pensais à elle, je pleurais. Chaque fois que je pensais à elle, finalement, j'ai dit, je vais écrire. Donc, c'est ce livre-là, c'est le premier. Je l'ai écrit en 3 jours. 3 jours, hein? En 3 jours, parce que là, j'étais... Voilà, c'est un livre de 70 pages. En 3 jours, et j'ai mis 2 jours à relire, à me corriger, à reformuler les phrases. Donc, disons 5 jours. 5 jours en tout, Mais... Madame, quand j'ai eu fini d'écrire ce livre-là, c'est comme si on m'avait enlevé un poids des épaules. C'était une thérapie. Une thérapie littéraire, en quelque sorte. Après, j'ai gardé ça. Une de mes filles, je lui ai dit, Mado, elle s'appelle Madeleine, elle est à Dakar avec son mari et ses enfants. Je lui ai dit, regarde ce que j'ai écrit sur Tata. Elle a pris, elle a lu en quelques heures. Elle me dit, mais maman, c'est bon, il faut publier. J'ai dit, depuis le temps que j'écris là, je n'ai rien publié. Elle me dit, publier, c'est intéressant. Après, j'ai contacté, quand je suis revenue à Conakry, j'ai contacté un éditeur, mais il n'avait pas confiance en moi. D'accord. Je pense qu'il se disait que je n'étais pas capable d'écrire, parce qu'il ne me connaissait pas vraiment. D'accord. Moi, j'ai vu que ça traînait, je dis, bon, c'est pas grave. Je suis allée maintenant sur le net, j'ai vu les éditions du net. Et j'ai envoyé. En une semaine, ils ont sorti le livre. Ça, c'est super. En une semaine, ils ont sorti le livre. C'est maintenant, ça c'était en 2015. La première édition, c'était en 2015. Maintenant, après, l'Harmattan, maintenant, Sansi Kaba a réédité dans la rubrique Les Impliqués. Les Impliqués. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ce livre-là a été choisi en 2020, lors de la première édition de Miss Littérature. Cette œuvre a été la première à être imposée aux Miss pour en faire une critique. Ça, c'est bien. Voilà. Ah, quelle félicitations vraiment pour beaucoup, ça. Hein? Qu'on pense toujours à votre œuvre, surtout le premier là. C'est vraiment intéressant. Et ensuite, vous avez enchaîné poèmes, il y a des romans. Exactement. Presque, je vois beaucoup qui ont été quand même édités par l'Harmattan Guinée. Hein? Oui. Et par exemple, donnez-moi celui-là. Ok. La fille de l'éléphant et de la lion. C'est un conte, hein? Oui. Une histoire. L'original aussi. D'accord. Ah, c'est 2 fois. Voilà. Donc, la même histoire de la réédition. Oui. Donc, quand j'ai eu fini de publier, donc, Ne les laisse pas pour mon cercueil, j'ai dit, bon, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Non, oui, il faut continuer. Donc, c'est comme ça que j'ai édité des contes qui m'ont été inspirés par ma maman. D'accord. Donc, la photo que vous voyez là, c'est ma tante. C'est la photo de ma tante. D'accord. C'est dont je vous ai parlé tout de suite. Et ici, nous avons la photo de ma maman. Donc, les contes que votre maman vous... Voilà, elle me raconte des histoires. Ah oui, après, vous maintenant, je m'en suis inspirée, n'est-ce pas? Je m'en suis inspirée pour, maintenant, mettre sur papier une part des contes qu'elle m'avait racontés. D'accord. Et en même temps, quelques histoires que j'ai moi-même gérées. Bon, vous savez que quand l'inspiration vient... on ne s'arrête plus, quoi. Non, on ne s'arrête plus, on ne fait qu'écrire. Donc, ce livre-là est en l'honneur de ma tante et celui-ci en l'honneur de ma maman. Et c'est celui-là qui a gagné un prix. Voilà, en Côte d'Ivoire, en 2016, lors de la journée francophone. D'accord. Donc, voilà. Et ce prix a été récompensé par quoi?
Combien d'euros ils m'ont donné encore? J'ai oublié combien d'euros ils m'ont donné. Et puis là, vous prenez aussi directement le goût d'écrire. Voilà. Si c'est ça, comme je vais continuer à écrire. Et après, ils ont multiplié. Ils m'ont envoyé encore une 50aine, je pense, de livres. Voilà. Donc c'était ça. Et puis c'est publié sur le net et tout ça là. Ça, c'est bien. Donc ce livre-là, c'est des contes, des histoires extraordinaires et des contes fantastiques. Oui. Bon, ma maman, quand elle nous racontait des histoires, mes petits frères, mes petites sœurs et moi, j'étais la seule à ne pas dormir jusqu'à la fin. Les autres dormaient et elle-même, elle somnolait. Mais quand elle somnolait, je la secouais. J'ai dit, maman, raconte-moi la fin de l'histoire. Tellement ça m'intéressait. Donc, pour ce qui est des histoires que je raconte, c'est ma maman qui m'a inspirée. Donc, ici, et vous avez bien fait d'être attentive. Hein. Sinon, aujourd'hui, là, vous n'allez pas pris. Voilà, je dois cela. Je pense que ce que je suis devenue là aujourd'hui. Je le dois à ma maman qui était une femme qui n'avait pas fait les bains. Hein. D'accord. Elle est très intelligente cependant. Je dois cela à ma maman et aussi à mon maître d'école, Jean-Baptiste Diouf. Je ne l'oublierai jamais. D'accord. Parce que cet homme, il nous a éveillés à la littérature au primaire. En CM2, c'est-à-dire en 7e année. C'est 7e année. D'accord. C'est là, en 6e année. La dernière année du primaire. C'est ce que c'est la 6e année ici, non? Voilà. Donc, lui, c'est lui qui nous a fait découvrir Lamartine, Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Camara Laye, Senghor, en CM2, en 6e année. Et jusqu'à présent, je le remercie pour cela parce que je pense que c'est lui qui a mis la graine de la littérature en moi. Et puis ma maman aussi, bien que n'ayant pas été à l'école, la graine était déjà là, elle a juste aidé à faire fleurir. Elle m'a éduquée dans ce sens-là. Et puis, elle était toujours là à me dire, apprends tes leçons, où sont tes cahiers. Elle était consciente de cette chose-là. Et puis moi aussi, arrivé en 7e année maintenant, au lycée Kennedy, comme le virus de la lecture m'habitait, donc je suis allée toute seule à l'âge de 13 ans m'inscrire à l'Institut français pour aller emprunter des livres et lire. Voilà, la lecture aussi. Quand on lit, là, après, par la suite, on a envie d'écrire, je pense. C'est ça. Voilà. Donc, et franchement, vous avez beaucoup d'œuvres et vous êtes aussi enseignante. Oui. Surtout en espagnol, hein? Oui, j'enseigne l'espagnol. Comment vous avez appris l'espagnol? Alors, l'espagnol, j'ai appris ça à l'école comme tout le monde. D'accord. Seulement, avant d'apprendre l'espagnol, cette langue était déjà en moi aussi. Parce que comme j'aime la musique, j'aimais et j'aime toujours la musique. D'accord. Donc, à l'époque, il y a chez ma tante, son fils, Ibrahim Guifal, qu'on appelait Bijou. D'accord. Paix à son âme, parce qu'il n'est plus de ce monde. D'accord. On a le même âge. Donc, vous savez qu'à l'époque, il y avait des clubs dans les quartiers qui organisaient des matinées dansantes et tout ça. Et lui et moi, on aimait beaucoup la salsa. D'accord. Donc, on dansait à la maison. Et puis, quand on allait aussi dans les booms là, on nous regardait danser, on faisait nos phases et tout ça là. Oui. Et moi, j'écoutais les chansons des Cubains, des Portoricains, et puis je les imitais, je chantais en même temps qu'eux, quoi. Oui. On m'appelait même la cubaine. Okay. Tellement je disais les notes justes, quoi. Donc, l'espagnol et moi, c'était avant que je ne comprenne même ce que ça voulait dire. Ah. Maintenant, quand je suis arrivée en classe c'est la 3e année du collège, hein, qu'on appelle ici comme 9e. 9e année. Voilà, 9e année. Donc, au Sénégal, vous savez, c'est ça aussi, c'est ce qui est bien dans l'éducation. Oui. On a l'anglais déjà dès la classe de 6e, c'est-à-dire 7e année. On continue jusqu'en 9e année. On choisit une autre langue étrangère. D'accord. Donc, il y avait le russe, il y avait l'italien, le portugais, l'espagnol. Moi, je n'ai pas cherché midi à 14 h, j'ai dit espagnol. Espagnol, directement. Directement espagnol. Et je fus une élève vraiment brillante en espagnol. Donc, j'ai continué comme ça jusqu'au bac. Mais entre-temps, l'anglais aussi, vraiment, je me débrouille bien. J'étais toujours première en anglais et en espagnol. Arrivé en terminale, maintenant, il fallait qu'on choisisse les filières, quoi. C'est ça. Bon, je savais que j'étais une littéraire, donc j'ai dit, je vais aller en fac de lettres. Mais quoi, entre l'espagnol et l'anglais maintenant? J'ai un peu hésité, j'ai dit, bon, l'espagnol, je sais que ma prononciation est l'une des meilleures en espagnol. En anglais, il faut se tordre la langue, il faut faire le... J'ai choisi l'espagnol. L'espagnol, et puis c'est un peu plus proche du français. Oui, mais il faut faire attention parce qu'il y a des faux amis. Hein. Quand on pense que... Et la prononciation, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des feux, des re, bien sûr. Voilà, tout ça là, donc il fallait faire attention. Donc j'ai choisi l'espagnol, je suis allée
à la fac de langue romane, là où il y a l'espagnol et le portugais. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait ma licence en espagnol et ma maîtrise en espagnol aussi. Et après cela, maintenant, il était question de... Enfin, je voulais faire l'interprétariat et la traduction. Mais je me suis mariée entre-temps. Donc, j'ai dit à mon mari mes ambitions. Il me dit non, il n'y a pas de problème. Entre-temps, j'ai eu combien d'enfants? 3 enfants. D'accord. Maintenant, le moment venu, je lui dis, bon, je dois aller maintenant pour ce qu'on avait dit. Il me dit qu'il va garder les enfants. C'est pas grave. L'égoïsme masculin. Et je dis, bon, c'est pas grave, je reste. Donc, je me suis inscrite à l'école normale supérieure. Donc, j'ai poursuivre une formation de professeur. C'est comme ça que je suis devenue professeur d'espagnol. D'accord. Voilà. Et depuis, vous avez fait ce métier durant combien de temps? J'enseigne depuis 79. Hey, 1900, personne n'était né encore. Non, je ne vais pas me mettre à calculer tout ça là. Donc, de 79 à 90, j'ai enseigné au Sénégal. Après, nous sommes rentrés en Guinée. D'accord. Mais quand on rentrait, je n'étais pas sûre de travailler, parce qu'à l'époque, on n'avait même pas commencé à enseigner l'anglais dans les écoles. Oui. Mais comme vous savez, Dieu aide toujours, hein? Les gens qui ont de l'ambition et qui, justement, se sacrifient pour la famille. Donc, quand je suis arrivée, je n'avais pas de travail. Donc, je suis restée à la maison 1 mois, août, septembre, et j'ai trouvé du travail. Comme ça. Parce qu'il fallait inscrire les enfants, donc il n'y avait pas assez d'écoles. Voilà. On est parti à l'école, au lycée français. Ils ont fait le test. Maintenant, quand je suis allée pour les résultats, on m'a dit qu'on ne prenait qu'un seul de mes 4 enfants. Je dis jamais. Non. Je dis non, mes enfants étaient dans une très bonne école à Dakar. Maintenant, je veux voir les tests. Que non, que si je dis non, montrez-moi les tests. Je dis, moi, je suis enseignante. Ah oui, madame, vous enseignez quoi? Je dis, j'enseigne l'espagnol. Et je suis, ah tiens, on a besoin d'un professeur d'espagnol. Ah, voilà. C'est comme ça que j'ai eu la chance d'enseigner au lycée français. Donc, ils m'ont demandé d'apporter mon CV. Ils ont pris les filles. Bon, le garçon, lui, je l'ai inscrit chez Madame Ba, paix à son âme, à Nongola. Elle avait l'une des meilleures écoles à l'époque. D'accord. Donc, je suis revenue le lendemain, déposer mon CV, et puis voilà. Après, le proviseur, il regarde. Mon mari m'attend dans la voiture. Il regarde. Après, il prend une feuille, voici votre emploi du temps. Je n'en revenais pas. Oui. Je dis, mais attendez, c'est quoi ça? Sur le champ, en fait. Sur le champ, dit, tenez votre emploi du temps. Je sors, je trouve mon mari dans la voiture, je lui dis, bon, ça y est, j'ai déposé. Il me dit, voilà, comme ça, tu attends, tu vas voir. Et puis, si tu te prends, c'est bon, sinon. Mais c'est ça m'étonne parce qu'il n'y a que des blancs ici. Je dis, voici mon emploi du temps. Il me dit, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Après, maintenant, j'ai enseigné pendant 10 ans à l'école française avant de voir une autre peau noire là-bas. Oh. Et cette peau noire là-bas, elle était vraiment française, hein, parce qu'elle n'était pas du tout jamais venue en Afrique. Elle avait l'accent français. Quand on l'écoutait, on pense qu'on avait affaire à une française. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai enseigné à l'école française de 90 à 2020. Année à laquelle j'ai pris ma retraite. D'accord. Mais comme je suis encore active, je ne peux pas rester tranquille. Du tout. Donc je continue à enseigner. Oui. Et vous êtes la directrice fondatrice des Pharaons. Voilà, de l'école maternelle Les Pharaons. Les Pharaons. Voilà. Comment le déclic est venu? Pourquoi? Voilà, donc ça c'est depuis 96. Donc vous savez, à l'époque, mon mari avait une entreprise de construction et une entreprise de meubles aussi. D'accord. Là-bas chez les prêtres en ville. D'aménagement. Voilà. Mais vous savez ce qui se passe dans nos pays là. Ce sont les amis, la famille, les parents qui creusent la tombe où on vous met. Vraiment. Donc le pauvre, à un moment donné, on lui a tellement détourné les sous, on faisait des marchés dans son dos que c'était presque la faillite, quoi. Donc j'ai dit, je ne peux pas rester comme ça. J'avais commencé déjà à enseigner à l'école française, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'élèves, donc le salaire, c'était pas tellement ça, quoi. Et en venant même, moi, j'avais l'idée d'ouvrir une maternelle. Mais quand j'ai vu le contexte social, j'ai dit, ça va être difficile ici. C'est comme ça maintenant que j'ai pensé ouvrir la maternelle. Mais il fallait des fonds. Donc j'allais à la banque, ils m'ont imposé des conditions. Des protocoles. J'ai dit non, ça je ne peux pas. Avec des pourcentages. Donc je suis partie de mes propres moyens. On avait déjà une petite case là-bas dans la cour qui servait pour passer la journée, passer du bon temps ou bien recevoir les amis. Je l'ai transformée en salle de classe. J'ai transformé la case en salle de classe. D'accord. Et mes premiers élèves, c'était ma fille, ma nièce, et puis
les petits-enfants de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Diallo. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, petit à petit, jusqu'à ce que l'école a eu un nom. Et ensuite, on a ajouté 2 autres classes. D'accord. Voilà, c'est une petite maternelle sympa, qui a un grand nom, les Pharaons. Oui, c'est un grand nom quand même. Et puis, les parents ont vraiment apprécié parce que les enfants qui quittent la maternelle, les Pharaons, quand même, ont un bon niveau. Ouais. Voilà. Et comment vous éduquez les enfants là-bas? Bon, là-bas, d'abord, je tiens à bien former les éducatrices. Oui. Parce que ce qui se passe ici chez nous, même actuellement, je forme les éducatrices dans les maternelles. Quand on fait appel à moi, j'y vais. Parce que la formation n'est pas très bien faite. Non. On n'a pas d'école de formation des éducateurs, des éducatrices. Donc, souvent, on saute du coq à l'âne. Par exemple, si le thème est sur la famille, le poème est sur les animaux, le dessin est sur les fleurs, etc. Donc, moi, j'ai ma méthode à moi. Donc, je forme mes maîtresses et on suit cette méthode-là et je suis derrière aussi. D'accord. Voilà. Et comment se sentent les élèves, les parents d'élèves? Les parents sont vraiment contents de la formation. Voilà, il n'y a pas de souci. Et les enfants sont à l'aise parce que c'est comme dans une famille, en fait. C'est ça. Voilà. Et c'est situé où? À Kipé. À Kipé. Voilà, sur la T2. La T2, ah, ok, d'accord, ça marche. En tout cas, vraiment, professeur d'espagnol, écrivaine, vous avez tellement d'œuvres. Oui. Et puis aussi formatrice. Des éducateurs. Des éducateurs, justement. Et je corrige aussi les manuscrits et les tapisseries. Ah, d'accord. Je suis collectrice. Collectrice aussi. Parlez-nous de ça. Voilà. Ouais. Bon, pour ce qui est de la collection des manuscrits, on m'envoie les tapisseries, bon, ce qu'on envoie par Internet, pour que je les corrige. Bon, en général, les éditeurs, ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur indique les fautes. Où se trouvent les fautes, on précise ça. Là, ici, il manque une virgule. Ici, il faut respecter la concordance des temps. Ici, ce n'est pas le présent, mais le passé ou bien le passé simple. Mais moi, j'ai une façon plus rapide de corriger. Je corrige directement. Et puis, je soumets, d'abord, quand on m'envoie le tapisserie, je corrige toute la première page. D'accord. Après, je la soumets à l'auteur. Je lui dis, si tu es d'accord avec ma façon de corriger, on continue. Sinon, bon, tu vas chercher quelqu'un d'autre. Mais tous les jours, chaque fois, hein, quand je montre ça, on me dit c'est parfait. C'est parfait. Et on apprécie quand même ma façon de travailler. Donc, des fois, cependant, je tombe sur des textes vraiment indigestes. Hein. On ne sait pas où est la queue, on ne sait pas où est la tête. Très difficile. Ça ne se suit pas, on ne comprend pas. On ne comprend même pas l'idée. Oui. Et puis, on ne maîtrise pas la conjugaison, ni la grammaire. Alors, on veut déjà écrire un livre. C'est ça le problème. D'ailleurs, j'avais même mis ça parmi mes recommandations pour vers la fin, pour en parler. Mais comme c'est venu, on en parle déjà une bonne fois. Donc, moi, je suggère que ceux qui écrivent là, qu'ils apprennent d'abord, comme il le faut, la conjugaison, la grammaire, au moins la base, quoi, pour pouvoir donner des idées claires. C'est déjà ça. Des fois, il y a un fond vraiment formidable, c'est-à-dire une histoire exceptionnelle, mais présentée dans une forme, machallah. Machallah, hein? Quand vous dites machallah, je pense à une cousine. Même si elle voit, elle fait machallah, je dis toi là. Hein, c'est pas possible. D'accord. Et il faut vraiment que ces auteurs essaient de rectifier, essaient d'abord d'apprendre la conjugaison, le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe, tout ce qui s'ensuit. Les différentes formes de style aussi, voilà, pour pouvoir donner du tonus à l'histoire. C'est ça. Voilà. L'intonation, le tampon, tout ça. J'écris aussi. Hein. Je pense que je vais venir près de vous pour demander les conseils. Bien sûr, pourquoi pas. Alors, en tant qu'écrivaine aujourd'hui en Guinée, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? En tant qu'écrivaine, donc, déjà, nous, les femmes, hein, il y a beaucoup de femmes écrivaines, mais qu'on ne connaît pas. Oui, qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de bruit autour de nous, quoi. Non. Et c'est pourquoi, à l'occasion des 112 heures du livre de cette année, c'était la puissance féminine. La puissance féminine avec Sansi, et puis on le remercie pour ça. Et vous avez pris part? Chaque année, depuis combien d'années? Depuis que je suis rentrée, hein. Je participe. C'est un ami, Sansi Kaba. C'est un ami. Donc, on a du mal à se faire connaître. On a du mal aussi à écouler nos œuvres.
et puis à en faire la promotion. Surtout écouler. Voilà, écouler, faire parce que beaucoup de personnes ne lisent pas. Non. Et pourtant, la lecture est à la base de tout développement. Un pays qui ne lit pas, je vais dire ça comme ça, un pays qui ne lit pas ne peut pas se développer comme il le faut. Et puis la lecture est à la base, l'un des indices de réussite. De réussite, oui. Non seulement dans les études, mais ailleurs. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, il y a de la lecture derrière. Oui. Donc, on a ce souci-là de promotion des œuvres. Et puis, mais on y travaille quand même, hein, parce qu'il y a des cafés littéraires, par exemple, avec Soussoy Deben, Ivoire-Guinée. Moi, je suis Sénégal-Guinée, mais lui, il est Ivoire-Guinée. Voilà, qu'on organise un jeudi par mois à Dadia. D'accord. Dans la salle de lecture qui se trouve là-bas. Bon, et cette année, il y a le lancement du prix du président de la République. D'accord. Par exemple, ça aussi, c'est une occasion pour mettre en avant la littérature guinéenne. Bon, j'espère que les femmes vont y participer beaucoup même. Voilà, donc on a ce souci. D'accord. Et puis, autre chose encore, autour des droits d'auteur. Des droits d'auteur, justement. On a un souci autour des droits d'auteur parce qu'on écrit, mais on ne voit pas dessous. Moi, depuis que j'écris, bon, j'écris avec une œuvre aussi, parce que, par exemple, là, ce livre-là. Celui-là? Voilà. Bon, il y a la version, la première version, je l'ai laissée là-bas. Donc ça a été repris par les éditions Innov. D'accord. Il n'y a pas longtemps. Et là aussi, c'est Innov qui a publié. L'enfant sourit. Et puis, il y a un autre livre qui va sortir chez Innov. J'ai écrit mon entrée au collège. Ah, d'accord. Voilà, c'est en édition en ce moment chez Innov. Donc, j'ai écrit ces deux livres chez Innov, mais à 2 reprises, j'ai reçu mes droits d'auteur. C'est la première fois que je reçois des droits d'auteur. Aux éditions du Net, ils ne m'ont jamais rien donné. Et ailleurs, on ne m'a jamais rien donné pour ne pas citer des noms. Mais chez Innov, quand même, ils m'ont donné des droits d'auteur. Et là, on est encore sur d'autres projets ensemble. D'accord, ça marche. Donc, ça, ce sont des livres que j'ai co-écrits. D'accord. Voilà. Donc, vous l'avez dit au début. Et ça se passait au Ghana, sur Rawlings. Donc, on a demandé de participer. Et j'ai envoyé un poème. Depuis au Ghana, hein? Voilà, j'ai envoyé un poème sur Rawlings et ça a été sélectionné et mis dans ce livre. Bon, ici, c'était à l'époque du Covid-19, donc organisé par l'Harmattan. Et ce sont les lauréats qui sont là et j'en fais partie. D'accord. Donc voilà, et il y avait une très belle cérémonie autour de cela avec nos trophées et tout. Donc, c'est ça en gros. En tout cas, c'est une fierté de voir que quand on écrit, c'est récompensé. Voilà. Et oui, surtout pas que par l'argent en tout cas, mais c'est récompensé. Tout le monde, les gens en parlent. Et c'est bénéfique pour les autres. Absolument. Super alors. Donc, c'est ça. Et ce que vous faites... Là aussi, j'ai oublié d'en parler. D'accord. Ça, c'est un poème... c'est un recueil de poèmes pour les enfants. Donc, j'ai réuni ici des poèmes sur les différents thèmes étudiés à la maternelle pour renforcer donc, les compétences des enfants. Et puis, il y a beaucoup de poèmes sur la famille pour renforcer l'amour familial, etc. Voilà. Donc, et ça fait combien de pages ça? Là, ça fait environ 80 pages. Il y a une quarantaine de poèmes. D'accord. 80 pages, quarantaine de poèmes ça, pour les enfants. Et à part le fait que vous soyez écrivaine et les difficultés que vous rencontrez en tant que formatrice des formateurs, oui, en tant que aussi formateur, parce que vous êtes les deux en tout cas. Les deux à la fois. Oui, à la fois. Donc, pour ce qui est de la formation, donc quand j'arrive dans une maternelle, je vais d'abord dans la classe. Je suis l'éducateur ou bien l'éducatrice pour voir comment il dispense ses cours. D'accord. Après, il y a un feedback. Je lui dis ce qui va, ce qui ne va pas. Après cela, j'ai préparé un PowerPoint sur 100 et quelques slides. Donc, et en même temps aussi, il y a des travaux pratiques. Il y a des images. En tout cas, c'est sur 5 jours. Donc, chaque jour, 5 heures, 25. C'est une formation qui s'étale sur 25 heures. 25 heures. Voilà. Donc, de 9 heures à 14 heures. Et à la fin, il y a d'abord la partie théorique, ensuite la partie pratique. Et ensuite le suivi. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait. Après, je passe pour voir comment ça se passe dans les classes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et dans tout ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites? Ah oui, si je ne m'aime pas, je n'allais pas le faire. Bien sûr. Hein? Avant même que vous n'arriviez, je disais des citations tout à l'heure là. Oui. Et avant de faire un bon travail, il faut d'abord aimer. Aimer, exactement. C'est ça. Vous me faites penser à quelque chose. Oui. Parce que en tant que professeur,
Des fois, il y a les rencontres parents-professeurs. Et ce que j'aime à dire aux parents, je leur dis, demandez à vos enfants ce qu'ils aiment faire. Parce que, par exemple, quand on dit, ah, il ne faut rien en maths, il ne faut rien en... Je dis non, il ne faut pas brimer les enfants quand ils ne travaillent pas dans certaines matières. Parce qu'il faut chercher à savoir pourquoi. Parce que les enfants peuvent ne pas aimer la matière pour telle et telle chose. Voilà. Et il y a des enfants qui ne sont pas faits non plus pour les études. Non, voilà. Donc, il faut leur demander ce qu'ils aiment faire. Et puis, vous les aidez dans ce sens-là. Je l'ai même dit dans mon livre, dans l'espace pour mon cercueil, dans la partie où je rappelle, les discussions qu'on avait à faire, ma tante et moi. J'ai dit que notre système éducatif doit être revu. Parce qu'on fait un enseignement général, mais ça ne va plus. Ce n'est plus comme ça que l'enseignement doit être fait. Parce qu'on impose aux enfants un système qui ne leur convient pas. Du tout. Donc, il faut qu'on revoie les choses. Bon, bien sûr, il faut les moyens. Bien sûr, parce que moi, si je sais qu'il n'y a que l'espagnol qui m'intéresse, je dois mettre le paquet là-bas. Il n'y a que langue qui intéresse, il n'y a que les maths, les physiques qui intéressent. Et là, on aurait vraiment des lumières. Au lieu de disperser leur temps dans différentes matières, bon, on pourrait mettre le paquet sur les matières principales et puis les autres là viennent en support, disons. Donc, je l'ai dit dans le livre. Alors, ces enfants-là, si on les encadre dans le sens qui leur convient, vraiment, on aura des lumières. Et surtout, il est indigérable pour un parent d'élève de se dire que non, mon enfant n'est pas fait pour étudier, mon enfant ne veut pas étudier. Non, alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Que l'enfant n'aime pas ce qu'on lui impose. Il faut qu'on revoie la façon de faire. Et si l'enfant refuse, peut-être qu'on peut le pousser à se surpasser, à faire... Lui demander d'abord ce qu'il veut. Parce que c'est ça, en fait. On ne demande pas. Par exemple, moi, je voulais être docteur et je n'ai pas pu être docteur. Je dis à mon enfant, tu seras forcément docteur. Non. Il ne sera pas un bon docteur. Je voulais être avocat et moi, je n'ai pas pu. Mon enfant va étudier le droit pour être avocat. Par exemple, moi, ma maman voulait que je sois doctoresse. Docteur quoi. Et ma tante voulait que je sois avocate. Je dis doctoresse, moi qui ne supporte pas la vie du sang, je vais m'évanouir sur les malades là-bas. Et ma maman qui me disait qu'elle voulait que je sois, ma tante, que je sois avocate. Je dis, quand on est avocat là, il y a des moments où on demande. Et moi, vraiment, le mensonge... il y a des moments où on et moi, le mensonge là, moi, je ne suis pas dedans, j'aime pas mentir. Même si c'est pour arranger. D'ailleurs, on me connaît pour ça. On dit que je ne sais pas arrondir les angles. Il y a une amie qui m'a dit, Fatoumata, il faut caresser les gens dans le sens. Je dis, je ne sais pas le faire. Du tout, hein, je ne sais pas mentir pour caresser les gens. Je dis, moi, je ne sais pas le faire. Ce que je ressens là, c'est ce que je te dis. Maintenant, on va peut-être se chamailler, mais on se réconcilie. Je ne suis pas rancunière. Non, du Après, tout. on se réconcilie. Mais ce que je te dis là, c'est ce que j'ai dans le cœur. Voilà. Donc, finalement, même, je n'étais pas destinée à être professeur. D'accord. Je voulais être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, traductrice, interprète. Mais quand mon mari s'est opposé à ce que j'ai faire ce que je voulais, j'ai pris goût à l'enseignement. Et c'est comme ça que je suis devenue professeure et puis j'aime ce que je fais. Et vous vous plaisez dedans? Oui. Bien sûr. Voilà, le fait même de transmettre la connaissance. Et puis ce qu'on a dit même dans le Coran, en plus, hein, tu vois, tout ça, ça m'a... Oui, tout ça. Je dis Alhamdoulilah, je ne regrette pas. Et tout récemment, nous, l'équipe de Kadi FM, on a pris part à une dédicace là d'un roman. Une dame qui était déjà invitée sur ce plateau, Madame Tissou, je vous fais coucou. Ah, Tissou Touré, c'est ça. Tissou Touré. Super, c'est elle. Coucou Tissou. Coucou Tissou. Alors, il y a une dame aussi qui était là-bas qui a demandé, est-ce que la vie que vous vivez, vous l'avez choisie ou on vous l'a imposée? Voilà. Donc, c'est que je t'ai assise, je me dis, moi quand même j'ai eu la chance de vivre la vie que je veux vivre dès au début, vraiment. Mais et pour les autres qui vivent la vie de leur maman, qui vivent la vie de leur papa, comment ils se sentent, et quand mal dans leur peau. Justement, et quand ces personnes décèdent, on se dit, bon, ils sont partis en tout cas, voilà. Il faut que je fasse ce que j'aime faire. Voilà. Et ça retarde vous me faites penser à quelque chose. Je dis dans nos sociétés, pendant très longtemps, on a demandé à la femme de se taire. Oui. C'est le papa qui parle, c'est le mari qui parle, c'est le frère qui parle, c'est l'oncle, en tout cas tout ce qui est homme. Quand on est dans une assemblée, on doit même baisser la tête. Exactement. Je dis, beaucoup de femmes sont mortes avec des idées formidables. Ouais.
Parce que nous sommes intelligentes. Hein. Très, très. Et puis, les hommes, là, ils pensent que quoi, là? Qu'ils sont plus intelligents que nous. C'est nous. Nous sommes plus intelligentes. Parce que souvent, on dit, quand on dit à l'homme, oui, qu'est-ce que tu penses? Il dit, laisse-moi causer avec mon oreiller. L'oreiller, là, c'est nous. Hein. Bien sûr, c'est nous. C'est nous, l'oreiller. Et on dit que l'enfant prend 80% de l'intelligence de sa la maman. Exactement. Donc, si vous êtes intelligent, c'est grâce à votre maman. C'est grâce à nous. Et puis, tout ce qu'on sait faire, là. Tout ce qu'on sait faire. Parce que nous, on cuisine, on fait le ménage, on lave le linge, on maintient la maison propre, tout est en ordre, quand on prépare, tout est bon, machallah. Et en plus, on trouve le moyen d'aller travailler à l'extérieur. D'aller travailler, justement. On a combien de bras? On apporte l'argent à la maison aussi, hein. Bien et puis sûr. on aide monsieur. Si on reste une journée sans rien faire là, la maison, c'est vraiment pas possible. Non, ça sera le bordel. Hein. Nous sommes le socle. Donc, il faut qu'ils sachent que nous sommes fortes. Nous sommes la puissance. Ouais. Et nous sommes les plus intelligentes. Les plus intelligentes. Voilà. Il faut le dire. Il faut le dire, il faut l'affirmer surtout. Bon, mais sans eux aussi, on ne pourrait pas, hein, sans eux. Non, on blague, hein. Non, en tout cas. Sans vous, les hommes, on ne pourrait rien faire. En tout cas, ce qu'on va se dire, on se complète. On se complète complètement. Nul ne peut faire le travail de l'autre. Voilà. Hein, on se complète. Exactement. Oui. Et puis, c'est eux notre force quand même. Oui. Nous sommes leur force, mais eux aussi, ils sont notre force. Ça. Voilà. Et quand je venais ce matin-là, justement, j'ai vu, parce que c'est l'approche de la fête de Tabaski, j'ai vu les hommes, ils sont montés sur les gros camions là et ils font descendre des vaches là une par une. Je me dis, je dis, bon, c'est vrai qu'on crie trop. Hein? Non, c'est vrai que moi je crie trop. Je me dis, non, les hommes ils connaissent pas. Mais quand je m'assois dans l'homme, je me dis, on doit connaître leur valeur aussi. Ce qu'ils font là, moi je peux pas on ne peut pas, bien sûr. Non, ce n'est pas cette force. Dieu, en fait, Dieu a bien fait les choses. Hein. Oui, il a bien fait les choses. Il a bien fait les choses parce qu'il sait ce qu'on peut supporter, nous les femmes, et c'est ce que les hommes aussi peuvent supporter. Mais seulement, en parenthèse, il y a des hommes qui ne font pas face à leurs responsabilités. Ça, il faut qu'on en parle un peu. Parce qu'il y a des femmes qui souffrent beaucoup dans le ménage. Qui souffrent beaucoup et qui se taisent. Qui se taisent, qui meurent avec leur souffrance même. Il y en a même qui meurent à cause de cette souffrance-là. Il faut qu'on parle de cela. Parce que nous, ce que je dis des fois, ce qu'on écrit dans nos livres-là, par exemple, dans mon poème, le recueil-là, je ne l'ai pas ici parce que c'est épuisé. D'accord. Tranche de vie en vers libre. Il y a beaucoup de poèmes sur ça. La souffrance des femmes. La souffrance des enfants. J'ai même parlé des enfants qu'on viole dans ce livre-là. Bon, il y a aussi des poèmes oniriques, c'est-à-dire que je rêve. Machallah, j'ai rêvé des deux prophètes, Jésus et Mohamed. Et j'ai mis ça dans le livre. D'accord. Mais donc, revenons aux femmes, là, les femmes qui souffrent dans le ménage, les femmes abandonnées seules avec leurs enfants. Par exemple, il y a des ménages, le mari se lève, il ne donne pas la dépense. Et du tout, hein. Il s'en va, se causer, se mettre dans les grandes places, là, boire le thé, causer de football, de ci, de ça. Et quand il rentre à la maison, il veut trouver son repas sur la table. Mabandeko. Exactement. Et j'ai été dans le marché. C'est triste, hein? Dans un des marchés, il y a une dame, je lui ai demandé son nom, elle dit qu'elle s'appelle Mawa, quelque chose comme ça, mais qu'on l'appelle Goulibaly. Goulibaly. Oui, c'est elle qui. C'est qu'à chaque enfant, ce sont des jumeaux. Exactement. Maintenant, il y a une dame qui dit après, elle dit, mais rarametan. Maintenant, après, je me suis dit, bon. Elle ne fait que faire des jumeaux, mais après, la situation n'est pas comme ça. Et dès que vous la voyez, elle est un peu vulnérable. Et je sais déjà ce qu'elles vivent, parce qu'on voit voilà, autour de nous, on voit ce qui se passe réellement. Nos sœurs, et même certaines de nos filles. Vivent le calvaire. Elles se taisent juste. Hein? Vivent le calvaire. Et puis ils font tout pour qu'on ne sache pas ce qu'ils vivent, ce qu'elles vivent chez elles. Parce que la soutra, quoi. C'est ça. Voilà. Et surtout, après, quand il y a un problème, la famille te dit, tais-toi, non, c'est ton foyer, c'est normal. Il faut supporter. Voilà. Et... Par exemple, celles qui se font battre, les parents disent que c'est normal. Non, c'est toi qui l'as cherché, ton mari t'a battu. Mais non, des fois, d'où vient l'histoire? Il s'en va, il se balade. Tout simplement. Il rentre à 1h01 de la nuit, tu lui fais des remarques et puis il te tabasse. Il te tabasse. Hein. Pourquoi seulement? C'est moi l'homme ici. Pourquoi mais tu t'es marié, tu es dans un foyer, il y a des lois, il y a tout à respecter en fait. Pourquoi tu ne respectes pas ça? Et puis le respect est réciproque. C'est réciproque. Vraiment. Quoi qu'il en soit, on sait que l'homme est le chef de famille.
on lui doit respect et considération. C'est ce qu'on nous a demandé dans notre religion. Mais d'un autre côté aussi, Dieu a dit que la femme doit être respectée. Bien sûr. Bien traitée, protégée par le mari. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit on nous a fait à partir de la côte d'un homme. La côte là, c'est pour nous protéger. Pour nous protéger. La responsabilité. Déjà que c'est dans l'école. Parce que par exemple, je prends ça, je mets ça ici. Voilà. Donc vous devez nous protéger. Très bien, c'est ça. C'est absolument ça. Franchement, au lieu de nous battre, en tout cas, vous devez nous protéger. Parce qu'on vient de là. Nous chouchouter. Nous chérir. On est à chérir. Nous dire de jolis mots. Bien sûr, pourquoi pas. Mon bébé, ma chérie. Des bisous. Et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, c'est une très belle émission, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices. J'ai sur ce plateau Madame Fatoumata Sano, qui est écrivaine, formatrice. Elle est aussi entrepreneuse parce qu'elle a une entreprise, elle a une école, une crèche. Elle est en tout cas prof d'espagnol. En tout cas, vous avez plusieurs casquettes. N'est-ce pas? Oui. Et je suis aussi dans les organisations caritatives. Caritatives, exactement. Et vous avez dit tout à l'heure que vous corrigez les manuscrits, les tapisseries, aussi. Voilà. En tout cas, vous avez... Bon, je ne dirais pas que vous arrivez à gérer en tout cas. Oui, on y arrive. Hein. Oui, vous arrivez à gérer. Donc, chers tous, nous allons aller avec le confessionnal pour des questions un peu plus particulières tout à l'heure après le générique. Nous sommes donc dans le confessionnal pour des questions un peu plus particulières à notre invité du jour, Madame Fatoumata Sano, qui est avec nous sur ce plateau. Ce sont des questions, hein, on va en parler quand même, des petites questions. Hein. Ok, d'accord. Alors, je me prépare. Voilà. Très, très bien en plus. Hein. Qui est Madame Fatoumata Sano à la maison, mère de famille? Voilà, n'est-ce pas? Donc... je parle d'abord de l'époque où j'étais vraiment maman. D'accord. Avant d'être grand-mère. Voilà. Donc, quand j'étais maman, d'abord, je suis toujours maman, mais quand je parle de ma jeunesse. Donc, je suis une femme qui aime que tout soit propre dans la maison quand même. C'est ça. Que tout soit nickel. Donc, je peux dire que j'ai vraiment enquêté mes enfants. Parce que tous les 15 jours, on faisait le grand ménage. C'est ça. On lavait les murs, les fenêtres, les portes, les carreaux. Parce que quand on laisse la maison aux domestiques, ils ne font pas les choses à fond. Hein. Ils ne voient pas sous les fauteuils. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un boy qui nettoyait le bureau. Alors, je reviens, je vois que la corbeille à papier était pleine et derrière la porte. Je lui dis, mais Kamano, bon, excusez-moi, hein, il s'appelait Kamano, c'est pourquoi j'ai dit son nom. Mais regarde derrière la porte là. Tu n'as pas vidé la corbeille et tu as vu, tu n'as même pas essuyé là-bas. Il me dit, ah maman, c'était caché derrière la porte. Donc tu t'es caché derrière la porte, on ne peut pas aller vérifier en tout cas, non? Je dis, tu dois justement voir les coins et les recoins, tu ne dois pas faire flou pour frapper et puis c'est fini. Et puis la poussière, tu vois, tu n'as même pas essuyé. Donc c'est pour ça, il faut toujours, et puis c'est pour la santé en fait, hein, il faut que tout soit propre. Et puis mes enfants aussi. Et puis si comme nous écoute ça, je pense que ça va il va changer. Et puis il faut aussi habituer les enfants à cela. Il y avait les domestiques à la maison, mais j'exigeais que mes enfants mettent la main à la pâte. C'est ça. Vous savez, moi, j'ai élevé 6 filles et un garçon. 5 filles à moi et une nièce. D'accord. Mais Dieu ne m'a donné qu'un seul garçon. Si je vous dis que ce garçon-là, il s'est préparé, il sait laver le linge. C'est pour demain, il sait repasser. Il sait faire tout ce qu'une femme doit faire. Aujourd'hui, il est né en 79. Hein. Aujourd'hui, il est âgé de combien? De 40 combien? 45 ans, quelque chose comme ça. Oui. Mon fils sait tout faire. Même quand il s'est marié et tout ça, il mettait ses enfants au dos pour les dorloter, pour vous dire un papa poule, quoi, disons. Donc, ça c'est un aspect. Et j'aimais aussi encourager les enfants parce que, bon, il ne s'agit pas toujours de crier sur ses enfants, les brimer. Il faut en faire ses amis. Mes enfants sont mes amis. Voilà. Donc, en gros, ce que je peux dire, bon, le papa, bon, n'en parlons pas, quand je viens, il est chouchou lui aussi. Hein. Il trouve tout est prêt, etc. Donc, en tout cas, vous êtes une maman modèle qui essaie de tout coordonner. Je ne dis pas que je suis parfaite. Oui, mais je dois avoir beaucoup de défauts, mais quand même, je mets en avant mes qualités. Justement, merci d'abord d'ouvrir 3 de vos qualités et 2 de vos défauts. Voilà. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'époque maintenant, là, je suis grand-mère. Oh là là, mes petits-enfants sont ma vie. Donc, après les enfants, maintenant, c'est les petits-enfants. Les petits-enfants, n'est-ce pas? Mais
les filles, et puis quand vous souhaitez quelque chose, il faut que ce soit toujours quelque chose de bon. Hein. Oui. Donc à l'époque, quand mes filles étaient là, broum, broum, pram, pram, ça montait, ça disait, je dis, hey, vous là, mariez-vous aux 4 coins du monde. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai dit là. Ce jour-là, il y a eu un ange qui a dit Amine. Un ange qui a dit Amine, voilà. Mes enfants sont aux 4 coins du monde. Les filles, elles sont toutes mariées ailleurs, chacune dans un pays. Et je remercie Dieu de m'avoir donné au moins un garçon, parce que sinon je serais seule dans la maison, parce que mon père est décédé. Maintenant, j'allais être seule dans la maison, parce que c'est mon fils qui est là avec sa femme, et leurs 4 enfants, voilà, qui m'égayent et qui me tiennent compagnie. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Sinon, ça allait être infernal pour moi de vivre seule dans oui, une grande maison. On allait quand même vous envoyer quelqu'un qui va rester à côté de moi. Une nièce ou quelqu'un comme ça. Très bien. Bon, donc, je dis à tout le monde, quand vous souhaitez quelque chose là, à vos enfants, il ne faut jamais les maudire. Il faut toujours dire quelque chose de bien. Parce qu'on ne sait pas quel ange va dire Amine. C'est ça. Donc voilà, ça ne m'empêche pas de vaquer à mes activités. Je suis en famille. Et puis, tous les ans, je fais le tour des maisons de mes enfants. Ça, c'est bien. Donc, on fait la navette. On est là, 2 semaines, on est là. 3 semaines. Voilà, je vais les voir. Ça, c'est bien, franchement. Donc, 3 de j'aime cuisiner. Ah, cuisiner. J'adore cuisiner. D'accord. En tout cas, les femmes sénégalaises, en tout cas, savent bien cuisiner. Ah, on aime ça. Le tchèp. Le tchèp. Je connais beaucoup, hein, le kaldo, le domadar. Franchement, maman a grandi là-bas, donc ça fait que je connais beaucoup de recettes sénégalaises. Franchement. C'est bien. Bien sûr. Alors, dites-moi 3 de vos qualités et 2 de vos défauts. Ah, je viens de dire mes qualités. Ils n'ont qu'à prendre là-bas. D'accord. Mes défauts, oui. Je ne sais pas cacher la vérité. Oui. Voilà. Là, ça peut être des fois frustrant pour les autres. Défaut, mais voilà. pourtant, je peux blesser sans m'en rendre compte. Par exemple, je peux te dire ce que je n'aime pas. Alors que, voilà, c'est la vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire, en fait. Bon, vous avez dit combien? 2 défauts? 2 seulement. Je suis trop pressée dans ma vie. Voilà, je suis proactive, ce qu'on appelle les personnes proactives là. Oui. Je peux te demander de faire quelque chose, tu mets du temps là-bas, je m'énerve sur toi, on se dispute, tout ça là. Et il faut toujours que tout soit fait maintenant. Du tic au tac. Oui, ça c'est un défaut, c'est vrai, hein, je pense que c'est un défaut, je devrais un peu me surveiller sur ce plan-là. D'accord, la question suivante alors, quelle est la plus grande leçon de votre vie? La plus grande leçon de ma vie, c'est-à-dire, si je n'avais pas été patiente dans ma vie, j'aurais raté beaucoup de choses. Et si je n'avais pas eu la foi en Dieu, peut-être que je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. Voilà, donc je pense que toute personne a traversé des moments difficiles. Donc il faut être patient, il faut avoir la foi. Voilà, avoir la foi, la patience et la foi. Voilà, c'est ça la plus grande leçon de ma vie. Parce qu'il y a très longtemps, on a traversé des moments tellement durs. Que si je n'avais pas eu foi en Dieu, je serais déjà morte, je pense. Hein. C'est ça. Et j'aurais raté beaucoup de choses. Je ne serais pas devenue écrivaine, par exemple. Je n'aurais pas eu le plaisir de connaître Aïcha, d'être à KDFM, causer. De connaître toute la belle équipe de KDFM. Que j'aime bien, j'adore vos locaux. Ah, merci, ça fait plaisir. Et puis j'ai trouvé mon fils Simakan ici en plus, que j'avais perdu de vue depuis des années. Oui. En tout cas, franchement, il faut être patient et il faut avoir foi. La foi, la patience et la foi. Ne jamais désespérer. Et puis ne jamais rendre les armes. Never give up, comme on dit en anglais. Never give up. Et quand on tombe, qu'on fasse tout pour se relever. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. C'est ça, en fait. C'est ça la grande leçon qu'il faut retenir. Ne jamais désespérer. Et puis bien encadrer ses enfants aussi. Tout faire pour leur donner une bonne éducation. Parce que sinon, on le regrette plus tard. Parce que quand les enfants ne sont pas bien éduqués, la vie devient un enfer. Hein. Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de parents qui vivent l'enfer à la fin de leur vie parce que les enfants n'ont pas été bien éduqués. C'est ça. Et voir que les enfants commencent à prendre soin des parents. Voilà. Retourner l'appareil. Je te jure, c'est tellement agréable. Après, quand vous vous asseyez, vous dites oui, je n'ai pas raté l'éducation de mes enfants. Voilà, ils sont aux petits soins. Par exemple, moi, vraiment, alhamdoulilah, je remercie Dieu. Dieu merci en tout cas. Je remercie Dieu. Et alors, quelle est la personne qui vous inspire le plus? Vous avez dit tout à l'heure votre maman et votre tante. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes? Les deux là, mais je peux dire aussi notre prophète Mohamed. Paix et salut sur lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a accepté, il a enduré. Il a enduré.
Et vous voyez, aujourd'hui, c'est la personne la plus connue dans le monde. Ouais. Lui et Jésus, je peux dire. Ouais. Hein, c'est la personne la plus connue. Il y a comme musulman dans le monde. Combien? Voilà, donc c'est voilà, la personnalité qui m'inspire. Franchement, ça c'est très très bien. C'est quoi le plat préféré de Madame Fatoumata Sano? J'ai beaucoup de plats préférés. Beaucoup de plats. Mais le plat qui vous dit... Ici en Guinée, là. Oui. C'est le tade broré. Tade broré. Et le marachouleni. Marachouleni avec beauté. Beauté. Avec huile rouge. Huile rouge. Tu as touché la chose. J'adore ça. Ah, ça c'est bien. Bon, du côté du Sénégal, j'aime beaucoup le riz gras, mais je n'en raffole pas. Ok. Je préfère les petits plats. D'accord. Les légumes, les fruits. Voilà, c'est ça que je préfère. Bien. Donc, toutes les personnes qui veulent faire plaisir à Madame Fatoumata Sano? Oui. Vous voyez, je n'ai pas de ventre à mon âge. Tade broré. Oui, t'as des brorés, avec l'huile rouge et puis le beauté là, beaucoup de beauté. Beaucoup de beauté. Avec du gombo là. Du gombo. Avec le kobo-kobe. Eh, Seigneur. Ah, j'adore. On va pas saliver sur le plateau là. On a commencé à saliver. On a déjà commencé. Alors, c'est quoi votre talent caché du public? Mon talent caché je sais très bien danser. Ouh. C'est peut-être ça. Ça, je sais très je m'y attendais pas. Je sais très bien danser. Du tout, voilà. Je m'y attendais pas. Même si je suis allée maintenant, on dit la musique, la danse, je dis mais quand on met un bon morceau salsa là. Salsa. Et au début, vous avez dit. Un bon morceau guinéen là. Justement. Un bon morceau sénégalais. Et c'est fini. Je me retiens. Vous avez dit que vous dansiez avec votre mon cousin. Voilà. Oui, justement. Et jusqu'à présent, vous aimez toujours. Toujours ça là. Dans le sang. Et j'ai hâte de vous voir à la maison quand vous êtes seul en train de reprendre la musique. Oui, avec mes enfants là, quand ils étaient petits à la maison, comme ils étaient nombreux, machallah, carcar. Oui. Quand on finissait de faire le grand ménage là, la maison était propre et tout. À l'époque, c'était les tourne-disques. On mettait les tourne-disques et puis on dansait dans la maison, zouk, salsa, tout ça. Non, c'est bien. Avec un moment convivial comme ça là, avec les enfants. On dansait beaucoup, les enfants et moi. Oui. En tout cas, dites-moi, quel a été le plus grand moment de doute de votre vie? Le plus grand moment de doute de ma vie. Je suis en train de chercher. Le moment où vous êtes dit, là, ça, aujourd'hui, là, c'est chaud, il faut que j'abandonne. Non, aujourd'hui, là, c'est chaud. Voilà, c'est comme je vous ai dit, oui. Un jour, voilà, c'était quand j'étais plus jeune, hein, j'avais peut-être 30 et quelques, quand on venait de rentrer. Un jour, j'étais tellement désespérée. Comme ça, parce que mon mari avait trop de problèmes. Il n'avait pas assez d'argent, moi non plus, on n'en avait pas beaucoup. Et puis les enfants, il fallait les nourrir. Donc un jour, j'étais couchée dans mon lit. J'étais en train de chercher des solutions. À l'époque, le pays, là, ça n'allait pas du tout non plus, hein, parce que tu ne savais même pas où aller chercher. Non. J'étais couchée dans mon lit. J'étais malheureuse. Je me suis levée, j'ai pris le Coran. J'ai ouvert par hasard. Et j'ai lu un verset. J'ai oublié, je devais prendre ça avec moi. Si je savais que tu me poserais cette question-là, j'allais venir avec ce verset. Mais c'est à peu près, je dis à peu près, c'est le verset où on dit, est-ce que tu espères entrer dans les cieux, quoi, sans passer par là où est passé le nom d'un prophète là, qui a beaucoup souffert. Je dis Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et que vous ouvriez vraiment. Et je tombe sur ça. Et tomber sur ça. En fait, est-ce que tu penses que tu vas avoir ce que Dieu te réserve si toi tu ne supportes pas? En quelque sorte, c'est comme ça. Oui. Je me suis levée, Aïcha. Je suis allée me laver. J'ai fait mes beaux ablutions. Je suis venue faire 2 rakas. J'ai dit, mon Dieu, pardonne-moi. Je ne vais plus douter. Donc, depuis ce jour-là, machallah. Voilà, après, c'est ça. Dès qu'on a la foi, là, la foi est une foi inébranlable. On réussit. Et puis qu'on soit vraiment un bon croyant, quoi, compris, qu'on demande à Dieu, qu'on fasse les zikrs là. Moi, je n'ai pas de marabout. Mon marabout, c'est ma natte de prière et mon chapelet. Et chapelet. Moi, te laver à gauche, moi, te laver à droite. Non. Non. Et peut-être le citron, parce que le citron, il paraît que ça te lave de tout ce qu'on te fait. Même hier, j'ai pris citron, j'ai mis dans mon eau là. Quand j'ai fini de me laver, je me suis versé ça dessus. Je dis, on ne sait jamais. Les choses naturelles, quoi. Oui, c'est ça. En tout cas, Madame Fatoumata Sano, votre histoire, votre parcours vraiment est inspirant. Merci. Une avant-dernière question dans ce confessionnal. Avec une somme de 500 millions, que ferez-vous? 500 millions là. Vous savez que je suis marraine d'un orphelinat. Ah, d'accord. Orphelinat Anne-Marie Collier de Kouria.
Là, je pense que j'aiderai les personnes qui sont dans le besoin, aussi bien dans ma famille qu'ailleurs. Parce que je sais, dans ma famille, il y a des personnes du côté paternel, là, il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Parce que récemment, j'ai perdu un frère paternel qui était très bien avec moi, vraiment. Et je sais qu'il a laissé beaucoup d'enfants. Donc, de temps en temps, je fais ce que je peux, mais on ne peut pas tout faire. Alors, c'est sûr que je les aiderai beaucoup avec ces 500 millions. Là, je ferai beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Même moi, en tout cas, Dieu dit que c'est l'intention qui compte. Vu que vous avez formulé ces vœux-là, c'est ce que je veux faire. Dieu va vous faciliter. Bien sûr. Hein. Une dernière question. Regardez la caméra qui est là. Ah oui, d'accord. Dites à tous nos téléspectateurs, auditeurs, auditrices, si vous avez été sincère avec nous dans ce confessionnal. Ah oui. Vous savez, moi, j'aime pas mentir. Hein. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas mentir. D'accord. Donc, tout ce que je vous ai dit là, c'est ça. Même si vous interrogez les gens qui sont autour de moi, ils vous diront ça. On la connaît celle-là. Ouais. Elle ne cache pas la vérité. Elle ne cache pas la vérité. Donc, en conclusion, notre invité a été sincère avec nous dans ce confessionnal. Cap sur la phase finale tout à l'heure après le générique. Nous sommes donc dans la phase finale de ce confessionnal. Madame Fatoumata Sano, qui est toujours avec nous et qui sera avec nous tout le long de cette émission. On n'en a plus beaucoup de temps. Vos projets à venir, c'est quoi? Alors, mes projets à venir, là, je vous ai parlé d'un livre qui va sortir bientôt. Ouais, pour la jeunesse, aux éditions Innove. D'accord. Donc là, je prépare un voyage, enfin des voyages, pour aller voir mes enfants. Oui, vous l'avez dit. Voilà, et quoi encore? Ça, ma vie. Hein. Et puis, je continue mon train-train quotidien, là, les cours que je donne, les corrections, et puis voilà. Donc, c'est ça. Aider les personnes qui en ont besoin, selon mes moyens. Oui. Parce que je fais partie d'une organisation qui vient en aide aux démunis. Donc, nous sommes ensemble et tous les mois, il faut qu'on fasse une bonne action. Oui. Par exemple, Aïcha donne 100 000, moi je donne 50 000, l'autre donne 25 000. Chacun donne ce qu'il peut, on met ensemble. On achète du riz, de l'huile, et puis on prévoit aussi une petite somme parce que quand on donne du riz, il faut donner aussi un peu pour la sauce, n'est-ce pas? Ça. Donc on va dans les orphelinats et puis on donne ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça nos projets. Hein. Donc votre mot de la fin. Le mot de la fin. Les téléspectateurs, auditeurs, auditrices qui sont en tout cas enthousiasmés de vous avoir sur ce plateau. Ça parce que je me disais qu'on allait parler de l'Internet et tout ça là. J'ai écrit quelque chose pour ne pas oublier quoi. Donc comme on a parlé des livres d'abord, je vais parler dans ce sens-là. J'ai dit que les idées que l'écrivain véhicule dans ses œuvres servent à resserrer les liens. Parce que quand on écrit quelque chose sur la famille, par exemple, on ne va rien écrire de négatif là-bas. C'est ça. Pour serrer les liens. Responsabiliser aussi, parce qu'on a un rôle d'éducation quand même. Ça. Et puis à inviter à réfléchir aussi pour agir, pour aller à l'essentiel, pour booster nos pays surtout. Parce que là, le livre est un des leviers les plus puissants c'est ça. À la base voilà, de l'éducation pour booster et développer un pays. Donc c'est ça, je le marque pour ne pas oublier. Donc on sait qu'un peuple inculte sera toujours sous la botte de ceux qui cherchent l'émergence. Donc, et se battre pour voir le bout du tunnel. Donc tout à l'heure, je l'ai dit, la lecture est à la base de tout. Elle est l'un des indices de réussite de la scolarité, des études. Donc c'est ça que je voulais dire sur le livre. Maintenant, je voulais parler d'Internet. On sait que l'Internet vraiment est incontournable par les temps qui courent. On ne peut rien faire sans Internet. Sans Internet. Mais c'est une alternative pour booster les connaissances, mais c'est un panier à crabe aussi. Oui. C'est le lieu de tous les dangers. Et ça, vraiment, il faut qu'on éduque nos enfants dans ce sens-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent la vie à cause d'Internet. Parce qu'ils vont là-bas, les parents ne les surveillent pas. Non. Ils vont sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils conversent avec des personnes douteuses qui les invitent quelque part. Qu'est-ce qui se passe après ces enfants? En tout cas, c'est un mode virtuel. Les enfants perdent la vie ou bien entrent dans des sectes ou des choses comme ça. Donc, il faut que nous éveillons nos enfants dans ce sens-là. Et à l'ère de l'intelligence artificielle aussi, on a des soucis.
Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je le dis à mes élèves, je leur dis. Nous savons que nous ne pouvons rien. Parce que quand vous êtes avec vos téléphones, vous allez vous consulter, on n'y peut rien. Mais il faut le faire aussi avec intelligence. Parce que je te donne par exemple un devoir. Tu confies ça à l'intelligence artificielle qui te donne le résultat. Oui. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as retenu? Tu n'as rien retenu. Ça. Je dis, il faut qu'on fasse travailler les cerveaux. Tu vas te battre pour avoir des notes, mais après, qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Emmagasiné, rien. Donc, il faut que les enfants sachent qu'ils doivent stimuler leur cerveau. C'est ça. Ils doivent réfléchir et construire leur connaissance, leur intelligence. Mais en ce moment, les connaissances sont jetées aux orties parce que les enfants n'apprennent plus. Ouais. Donc, il faut qu'on les fasse lire. Il faut qu'on essaie de les surveiller par rapport à la télévision, par rapport au téléphone. Le contrôle parental. Le contrôle parental, voilà, chaque fois, on le dit, mais il y a beaucoup de parents qui n'ont pas ce temps. Beaucoup de parents ne sont jamais à la maison parce qu'ils sont derrière l'argent, entre deux avions. Je connais un garçon, il est tout seul à la maison avec les boys, les bonnes, les gardiens. Les parents ne sont jamais à la maison. Et ça, il est exposé parce que qu'est-ce qu'il vit, comment il vit. Il est très exposé quand il quitte l'école où il part. Qu'est-ce qu'il fait à la maison même? S'il fait entrer des gens là-bas, il y a plein de choses. Hein? Donc il faut donc orienter les enfants vers la culture, faire des sorties culturelles avec eux, hein, tout ça là. Et puis aussi, je voulais faire un coucou aux jeunes écrivains. Tout à l'heure, on en a parlé, mais je vais insister là-dessus. Les jeunes écrivains qui m'envoient, par exemple, leurs œuvres à corriger. Bon, je mets du temps. C'est même de la réécriture que je fais. Ce n'est pas seulement correction. Hein. Je réécris pour eux parce que ce n'est pas possible. Quoi. Il y a trop de fautes. Donc, on a dit tout à l'heure les fautes orthographiques, grammaticales, vocabulaire, conjugaison. La concordance des temps. Oui, concordance des temps. Et puis, vraiment, vous voir les tournures. Pour pouvoir donner quelque chose de digeste. Et puis, il y a ces romans aussi qui manquent de captivité. Il faut savoir capter le lecteur pour qu'il ait envie de continuer. De continuer, voilà. C'est ça. Donc, en gros, c'est ça. En tout cas, franchement, merci beaucoup à vous. Et chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, j'avais sur ce plateau, dans le grand entretien, Madame Fatoumata Sano, qui va toujours rester avec nous, bien sûr,